Le 20 décembre 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Le songe d'une nuit d'été, A Midsummer Night's Dream, texte intégral. J'ai beaucoup aimé dans ce film une petite phrase de Core qui accompagne la toilette de Bottom quand il vient de conquérir l'amour de Titania. Je me suis vivement réjoui de quelques superbes fautes d'orthographe des sous-titres qui nous rappelaient fort opportunément que si nous étions conviés à une haute manifestation spirituelle, nous n'en restions pas moins au cinéma. Pour le reste, je suis bien sûr, depuis que je vais au cinéma, de n'avoir jamais rien vu d'aussi férocement, implacablement ennuyeux. J'avoue tout franc que l'on m'en trouve ravi. Tout autre metteur en scène que M. Max Reinhardt, qui se fut attaqué à cette folle entreprise, eût mérité dans son échec notre sympathie un peu narquoise. Mais il s'agit de M. Goldman, dit Reinhardt, de ce Napoléon juif du théâtre, de ce dictateur des figurants, de ce formidable planteur de décors, dont le nom, lorsqu'il régnait à Berlin, fut si souvent imposé à notre confuse admiration, de ce César des projecteurs qui fait délirer chaque été le snobisme cosmopolite de Salzbourg. M. Max Reinhardt reçoit enfin devant l'univers suspendu à ses œuvres une tape magistrale. Allons, il y a encore plus de justice qu'on ne le dit en ce monde, et le cinéma est une bien belle machine à dégonfler les fausses gloires. Car le cas de M. Max Reinhardt est sans excuse. Je sais bien qu'aucune réalisation scénique du songe d'une nuit d'été ne peut être satisfaisante, sauf peut-être dans une grange, avec des clowns anglais, des écriteaux pour situer l'action, des lanternes pour l'éclairer. Mais il faudrait se refaire l'âme de l'époque, celle des valets et des grands seigneurs, sachant tout juste lire la Bible, qui venaient s'ébaudir aux fantaisies amoureuses de la tendre Titania. Aujourd'hui, cueillons-y de page en page de belles strophes d'une musique fluide, dont toute illustration affaiblirait le pouvoir. Laissons dormir le reste de ce Shakespeare-là. L'interminable affabulation, ce quatuor d'amoureux contrariés par des sortilèges, ne forme plus qu'un vaudeville assez barbare, très primitif et très lourd en tout cas. Ayons le courage de le dire, c'est beaucoup moins difficile que d'en supporter l'audition. M. Reinhardt devait donc de toute façon nous décevoir. Ce n'était déjà pas chez lui la preuve d'une très vive intelligence dramatique que de vouloir à tout prix attacher son nom à ce texte, pour la vanité de faire écrire Reinhardt et Shakespeare, l'un ressuscitant l'autre. Cependant, ce songe, c'était la grande pièce de résistance de M. Reinhardt. De la Prusse à Venise, où ne l'a-t-il pas trimballé ? Il lui a fallu finalement, pour l'étaler dans toute son ampleur, les fastes, l'immense machinerie et les capitaux d'Hollywood. Hollywood, bonne fille, restée assez gobe-mouche, a bien voulu prêter tout cela au Titan. Le Titan a laissé, de son socle, tomber un satisfecit, ouvrez les guillemets. Le rêve de ma vie était de montrer une œuvre sans que rien vînt gêner mon imagination. Il vient de se réaliser, fermez les guillemets. Nous pouvons donc juger M. Reinhardt sur une œuvre où sa puissance créatrice s'est épanouie comme jamais auparavant. Qu'a-t-elle enfanté? Une pantomime de collège sur une monstrueuse échelle. M. Reinhardt n'a même pas été capable d'alléger le pesant quiproquo de Démétrius et de Lysandre, amoureux d'Hermia, qui n'aime que le second, d'Hélène amoureuse de Démétrius, et que personne ne veut aimer, sauf tout à coup Lysandre, qui a été enchanté et qui ne lui plaît pas le moins du monde. La caméra, fidèle aux injonctions de M. Reinhardt, ne fait qu'accuser inexorablement tout ce qu'il y a de puérilement mécanique dans ce manège. Les marionnettes tombent, se relèvent, se rossent, raides comme la batte de Guignol. Et cela recommence, avec une régularité, une fatalité d'horloge. Où se niche donc dans cette morose aventure, ces interminables enfilades de gros plans figés, le génie de M. Max Reinhardt? Nous y voilà. Selon lui, Puck, le lutin, n'est pas d'aimable apparence. C'est un gros gamin mal peigné, à la voix qui mue, aux pattes rougeaudes. Je veux bien en effet que cela soit plus vivant qu'un angelot frisé de bonbonnière. Mais M. Reinhardt a choisi lui-même son Puck, parmi quelques milliers de collégiens de cette terre d'Amérique, d'où sont sortis de si extraordinaires comédiens enfants. M. Reinhardt a découvert un garnement d'une douzaine d'années qui a peut-être bien du talent,
Mais nous le saurons une autre fois, car il a été stylé par M. Reinhardt, et M. Reinhardt n'en a pas même fait un petit cabot, mais un gnome assez repoussant, dont tous les gestes sont odieusement forcés, qui vomit quelques 200 fois durant le spectacle une espèce de hennissement de la plus écœurante trivialité. Pour toutes les scènes de féerie, on avait gardé au moins l'espoir que M. Reinhardt, entouré de tant de truqueurs, d'électriciens virtuoses, aurait utilisé quelques artifices neufs. Il n'en est rien. Cette partie du film est même d'une indigence inconcevable. Les ballerines blanches alignent de molles farandoles, esquissent des exercices rythmiques sur des fonds de décor cotonneux. De vagues fumées crachées des coulisses prétendent à figurer un magique brouillard. Quand nous percevons des détails, c'est la matérialisation la plus plate d'un rêve de poète. On ne nous fait pas grâce d'un seul crapaud de l'étang, d'une seule églantine du buisson, d'un seul rossignol des bois. Et ces rossignols sont certainement un ressort. Les vers shakespeariens étouffent dans cette réalité de zinc et de carton. Ils s'y brisent avec un pauvre son fêlé. Monsieur Reinhardt se distingue surtout des autres mortels par sa persévérance à entasser sur des espaces toujours plus vastes les poncifs les plus encombrants de la scène et du plateau. Les pompes de l'opéra Meyerbeerien, les vagues jeux des ballets de Loïc Fuller, tout un bric-à-brac de colossaux dessus de pendules. Ce qu'il y ajoute de son goût n'est pas moins sordide. Colonnes torses, rocailles, tous les déchets d'un baroque dégénéré et boursouflé. Je vous laisse imaginer la physionomie des bons acteurs américains si simples et si francs d'ordinaire, égarés parmi ces affutiaux. Ils sont embarrassés dans leurs entournures, ils cherchent éperdument un ton juste qu'ils ne trouvent jamais. Ils épellent leur texte ou le hurlent. Tous leurs gestes sont automatiques. Seul peut-être James Cagney, Bottom, grâce à son vigoureux tempérament, sauve sa partie. Mais comme son rire sonne faux, combien nous le préférons dans n'importe quel rôle de tête brûlée. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse, à propos de ce songe, ouvrez les guillemets, le coup de l'art, fermez le guillemet. Nous vénérons tout autant que les anglo-saxons Shakespeare, surtout celui de Macbeth, du roi Lear, d'Othello. Mais nous n'acceptons pas qu'un nom sublime couvre n'importe quel Camelot. De l'art, de la fantaisie, il y en a 100 fois plus dans n'importe quel dessin animé de Walt Disney, dans le moins ambitieux de ces films américains à poursuite et fusillade, dont Jacques Briouin, un des meilleurs collaborateurs de Feder, me disait l'autre jour, ouvrez les guillemets, « Ils sont construits comme des fugues », fermez les guillemets. Monsieur Goldman, dit Reinhardt, n'est que le lugubre empailleur des grands poètes. Deux points, ouvrez les guillemets. Sur le Shakespeare mort, le Reinhardt pullule, fermez les guillemets.